On finit ce cours maintenant avec ce qu'on va appeler le ton stendhalien, sa voix propre, sa voix d'auteur qu'on peut reconnaître parmi 100 autres, parce qu'elle est très spécifique. D'abord, parce que ça a beau être un roman à la troisième personne du singulier, on entend un jeu, on entend un narrateur qui utilise la première personne du singulier pour s'exprimer de temps en temps, pour exprimer une opinion, et bien plus fortement à travers plein de petites expressions, plein de petits mots, on a relevé par hasard un petit peu plus tôt, qui vont donner une certaine ironie et qui vont suggérer un certain système de valeurs. Pensez bien à notre intitulé du parcours, esthétiques et valeurs. On va entendre ce que Stendhal aime et ce qu'il n'aime pas à travers son ton. Donc ce ton est très clairement ironique et moqueur. Si on rate ça, la première fois que j'ai lu le Rouge et le Noir, moi je l'ai complètement raté. On va comprendre l'histoire, mais on ne comprendra rien à l'intérêt du livre. Qu'est-ce que c'est que l'ironie? C'est une posture du locuteur, de la personne qui parle, qui se met à distance de ce qu'il dit, pour sous-entendre ce qu'il ne pense pas, cette chose qu'il dit, et c'est souvent pour railler le parti adverse, pour s'en moquer. Ça vient du grec eironeia, de eiromai, ça veut dire je demande. L'eironeia, c'est l'action d'interroger en feignant l'ignorance. C'est ce que faisait beaucoup Socrate pour amener ses interlocuteurs à. Il parlait de maïeutique, du fait de les faire accoucher de leur propre raisonnement, grâce à donc ce questionnement. Cette ironie, elle fonctionne avec donc l'idée du sous-entendu, le fait que je sous-entends autre chose que ce que je dis. Et elle fonctionne avec elle implique, elle rend nécessaire une certaine connivence avec l'interlocuteur qui doit comprendre la distance entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Donc, un texte où il y a de l'ironie, c'est forcément un texte qui implique fortement son lecteur, qui ne peut pas comprendre sinon ce qui est entendu. Quelques procédés ironiques pour vous aider dans les études de texte, mais attention, ça ne s'arrête pas à ces figures de style-là. On a vu qu'un petit complément circonstanciel comme par hasard, ça peut impliquer de l'ironie, ça peut impliquer un ton un petit peu amusé. Alors, le plus évident, c'est l'antiphrase. Par exemple, félicitations, bravo vraiment, pour un reproche. On dit exactement le contraire de ce qu'on pense, et on s'attend à ce que la personne le comprenne très bien. Deuxième procédé, la litote, c'est-à-dire c'est comme un euphémisme, en un sens, on diminue très fortement ce qu'on veut dire, mais ça a le but opposé de l'euphémisme. Dans l'euphémisme, on essaye d'adoucir les choses, on dit il est parti pour il est mort parce qu'on ne veut pas troubler notre interlocuteur. Ici, la litote, c'est le contraire. On sait très bien que notre interlocuteur va comprendre qu'on entend bien plus que ce qu'on est en train de dire. Par exemple, on rentre dans une maison qui est complètement sans dessus-dessous, l'hôte est un petit peu troublé, on va lui dire « Ah bah oui, c'est légèrement en désordre ». Donc là, on a dit moins pour sous-entendre bien plus. Troisième procédé typique de l'ironie, l'hyperbole. On exagère très fortement pour souligner que c'est pas autant que ce que l'interlocuteur laisse entendre. Par exemple, un enfant se plaint d'un exercice, on le fait avec lui, on se rend compte que c'était pas compliqué. Ah bah dis donc, vraiment, c'était compliqué. Ici, on exagère pour faire entendre que ce n'est pas si compliqué que ça, quoi. Et donc, tout sous-entendu sarcastique peut s'inscrire dans l'ironie. Alors essayons de la voir un petit peu précisément, cette ironie stendhalienne. On peut commencer avec la toute première phrase du roman, qui paraît assez simple, assez peu ironique finalement, mais on va se pencher sur un petit détail. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. C'est pas franchement ironique, c'est pas franchement hilarant, mais on entend déjà ce sous-entendu, cette distance avec ce qui est dit. Parce que Stendhal ne dit pas la petite ville de Verrières est l'une des plus jolies de la Franche-Comté, mais elle peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Donc il sous-entend que si on y regarde de plus près, on va voir
derrière les apparences, beaucoup de choses déplaisantes dans la gestion de la ville par le maire Monsieur de Rênal et surtout aussi par le directeur, la direction du, du dépôt là où vivent les mendiants, Monsieur Valenod. Donc rien que la première phrase qui paraît anodine cache déjà ces sous-entendus stendhaliens. Deuxième exemple qu'on peut prendre, toujours dans le premier chapitre, on nous présente Monsieur de Rênal en nous le montrant comme un homme qui a plutôt un aspect digne, qui a l'air plutôt bel homme pour son âge, et on commence un petit peu, cette belle apparence commence à se craqueler au milieu de ce portrait. Mais bientôt, le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. On commence à comprendre que c'est pas un personnage très positif. Et ensuite, cette phrase que je vous ai recopiée, on sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Là, on va entendre l'obsession des gens, l'obsession, cette petitesse pour l'argent. Donc cette obsession pour l'argent qui est une petitesse à la vue de Stendhal. Ici, où est-ce qu'on va l'entendre, cette ironie? On l'entend dans l'antiphrase. Évidemment, ce n'est pas un talent de se faire payer bien exactement ce qu'on nous doit et de payer le plus tard possible. Ce serait plutôt un vice. Évidemment, c'est l'avarice qu'on entend derrière tout ça. C'est le fait que M. de Rênal est un homme extrêmement intéressé et que tout ce qui l'intéresse, c'est son statut social, c'est l'argent qu'il va amasser. Et donc, ce mot de talent est employé par antiphrase et c'est ce qui nous donne cette ironie-là dans la phrase. Autre exemple, alors on en a plein pour montrer que cette ironie ne se tourne pas que contre ceux que Stendhal n'aime pas, hein, les bourgeois ou les petits nobles de province, les puissants qui abusent de leur pouvoir. Elle se tourne également beaucoup, on l'a déjà vu dans certains exemples, contre les héros, ce que Stendhal porte plutôt comme des personnages positifs, mais aussi contre lui-même, cette ironie. On peut aller regarder à la page 105, toujours dans la première partie au chapitre 15, au moment où Julien sort de la chambre de Madame de Rênal, où il est devenu son amant. Vous vous rappelez, on en a parlé un petit peu de ce passage-là. Il n'osait pas du tout y aller, il sentait qu'il allait être rejeté, mais il s'y est forcé, puisqu'il avait dit qu'il viendrait. Il ne peut pas supporter de ne pas tenir sa parole, de paraître comme un paysan. C'est ce qu'il dit au bas de la page 104, d'être le fils d'un paysan. Et donc il s'y présente, il va d'abord écouter à la porte de Monsieur de Rênal pour voir s'il dormirait, s'il n'est pas réveillé. S'il est réveillé, il sait qu'il ne peut pas y aller, ça le soulagerait, mais non, pas de chance, il l'entend ronfler. Et ensuite, il arrive donc devant la porte de Madame de Rênal. Il y avait de la lumière, une veilleuse brûlait sous la cheminée. Il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. Vous voyez l'ironie envers Julien Sorel, qui est malheureux de devoir rentrer chez la femme qu'il est censé vouloir posséder. En le voyant entrer, Madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. « Malheureux !» s'écria-t-elle. Il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses 20 projets. Ça y est, il perd un petit peu son masque, il perd un petit peu toute cette ambition qu'il a. Il oublia ses 20 projets et revint à son rôle naturel. Ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Ça, c'est vraiment pour vous montrer, il va devoir finalement son succès à ce moment de naturel, justement. C'est pas quand il essaye d'être un homme viril qui séduit merveilleusement bien qu'il va réussir. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer, c'est juste les mots qui suivent. Passe le moment où ils vont faire l'amour, Stendhal passe toujours sur ces moments-là sans les évoquer plus que ça. C'est lié à l'époque, mais c'est aussi lié à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas parler toujours de ces choses-là, mais c'est aussi lié à sa pudeur à lui. Et puis c'est pas forcément ce qui l'intéresse, il est plus en tout cas à nous parler des sentiments.
Donc on est à la ligne 70 de la page 105. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. Il n'avait plus rien à désirer, c'est une phrase un petit peu cliché pour dire il a obtenu ce qu'il voulait, ils ont fait l'amour, et donc il n'a plus rien à désirer. Ici, il emploie donc Stendhal cet euphémisme pour parler de l'acte sexuel, et il s'en amuse un petit peu, il s'en excuse un petit peu, il le souligne, il dit en style de roman, donc il souligne lui-même le cliché qu'il emploie, et il s'en moque un petit peu. Donc l'ironie stendhalienne, elle va se porter avec beaucoup d'amertume envers certains personnages très négatifs. Elle va se porter avec un air amusé envers ses héros, mais elle va aussi se porter sur lui-même en tant que romancier, puisqu'il utilise des phrases il utilise ici en l'occurrence une phrase un petit peu cliché. Le ton stendhalien, c'est aussi, il faut l'entendre, une certaine sensibilité. Et vous allez voir que cette ironie qu'il emploie énormément vis-à-vis de ses héros, ça cache en fait souvent un certain amour, une certaine préférence pour les ridicules des gens qui ne savent pas forcément faire, qui n'ont pas forcément tous les codes, qui en fait se laissent plus porter par leur sensibilité. Donc un certain ridicule dans cette société qu'il souligne par l'ironie, mais qu'en fait qu'il apprécie beaucoup. On va deviner effectivement les caractères que Stendhal prend en haine dans la satire des différents milieux sociaux qu'on va rencontrer. Celle que je voulais souligner, qui est très importante, c'est la critique de Monsieur Valenod. On va la regarder ici dans la première partie au chapitre 22, à la page 163. Il a une permission chez les Rênal et il arrive à Verrières et Monsieur Valenod, qui rêve de l'avoir comme précepteur pour ses enfants, puisque maintenant sa réputation est faite, l'invite dans un dîner avec plein de bourgeois, de nouveaux riches qui se sont notamment enrichis sous la Restauration par opportunisme. Il arrive et puisque Monsieur Valenod s'occupe donc du dépôt de mendicité, il habite juste à côté donc de cette institution qu'il dirige et où on enfermait les mendiants, puisque vous savez que jusque tard dans le XXe siècle, la mendicité était considérée comme un délit. Donc on les enfermait, on s'occupait vaguement d'eux, on les nourrissait, et on essayait de les réhabiliter. Bon, on peut imaginer ce que ça pouvait vouloir dire, cette réhabilitation, avant de les remettre au dehors. Et donc, c'est le rôle du directeur, de M. Valenod, de veiller à ce qu'il soit nourri convenablement. Et on sait très bien que, étant extrêmement ambitieux, M. Valenod va rogner sur tout ce qu'il peut récupérer. Il va récupérer tout ce qu'il peut, notamment sur la viande de ces mendiants, pour lui-même s'enrichir. Et Julien sent bien que tout le luxe qu'il voit étalé dans la maison de M. Valenod, il a été pris au peu que les mendiants avaient. Je vous lis le passage à la page 163, tout en haut. On annonça le dîner. Julien, déjà fort mal disposé, vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même. Sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut bien pis un quart d'heure après, on entendait de loin en loin quelque accent d'une chanson populaire et, il faut l'avouer, un peu ignoble. Bon, on peut imaginer que c'est une chanson grivoise, peut-être. Une chanson donc que chantait l'un des reclus. Monsieur Valenod regarda un de ces gens en grande livrée qui disparut, et bientôt on n'entendit plus chanter. On imagine bien qu'il a été donné l'ordre de le faire taire. Donc, une satire de ces véritables ambitieux qui sont prêts à tout, y compris à la cruauté pour parvenir, mais aussi une satire plus générale de sa société. Par exemple, on peut revenir à ce passage de la deuxième partie du chapitre 19, à la page 403, tout près
du passage dont on a déjà parlé, de la métaphore du roman comme miroir. Ici, il parle de Mathilde, qui, vous vous souvenez, elle a cet amour de tête, donc elle n'est pas toujours dans la passion, mais elle a des moments d'enthousiasme. Et ici, elle vient d'aller à l'opéra, ça lui a rappelé que sans doute elle aime Julien Sorel, et elle a ce moment donc d'enthousiasme extrême. Euh, et euh, Stendhal se dit que les âmes glacées pourraient l'accuser d'indécence. Euh, ou plutôt à l'auteur, en tout cas, de parler de ça, de cette manière. Et donc, il dit que, mais ne vous inquiétez pas, Mathilde est ainsi, mais ce n'est pas le cas de la plupart de nos jeunes filles, puisque nos jeunes filles sont plutôt intéressées. Je vous laisse l'écouter, c'est à la page 405 à la ligne 91. Ce n'est point la prudence qui manque aux jeunes filles qui ont fait l'ornement des bals de cet hiver. Je ne pense pas non plus que l'on puisse les accuser de trop mépriser une brillante fortune, des chevaux, des belles terres, et tout ce qui assure une position agréable dans le monde. Loin de ne voir que de l'ennui dans tous ces avantages, ils sont en général l'objet des désirs les plus constants, et s'il y a passion dans les cœurs, elle est pour eux. Donc ces jeunes filles, elles n'ont aucune autre passion que celle de rechercher une brillante fortune, des chevaux et des belles terres. Donc ici, c'est une petite satire en passant. Il dit bien que, c'est ce que je vous mets juste après, il se moque de Mathilde, hein, qui est très passionnée d'un coup en entendant l'opéra. On sait très bien que Stendhal était un fou d'opéra, surtout depuis qu'il était allé à la Scala à Milan. Et il dit, voilà, elle est peut-être un petit peu ridicule, puisqu'elle elle a cette grande sensibilité, cette âme passionnée, mais il va se moquer bien plus en fait des jeunes filles de l'époque qui ont plus comme intérêt la position sociale et l'argent tout simplement. Et alors, sachant cela, dans quelle esthétique et dans quelle valeur on se trouve dans cette écriture stendhalienne, ben, Stendhal estime qu'il écrit pour ceux qu'il appelle les happy few, les quelques-uns heureux, c'est-à-dire ceux qui vont le comprendre. Il dédie plusieurs, alors pas le rouge et le noir, mais il dédie plusieurs de ses textes à ces happy few, les quelques heureux qui vont pouvoir le comprendre. Il le fait notamment à la fin de La Chartreuse de Parma. Stendhal donc évoque ces happy few quand il évoque parmi ses lecteurs les âmes délicates qui vont le comprendre, qui vont comprendre cette passion, qui vont comprendre ses plaisirs. Il utilise ce terme à la page 70 quand il décrit le plaisir de Julien qu'il a à aimer Madame de Rênal à Vergy. On n'est plus dans l'ambition, on n'est plus dans l'âme brillante, on est dans un amour, comme on l'a évoqué, hein, au jour le jour. Et c'est ça que les âmes délicates, que les happy few pourront comprendre. Et il oppose ces âmes délicates aux âmes glacées, c'est dans le passage que je vous ai lu, qui traiteront l'auteur d'indécence quand ils vont parler de Mathilde et de ces moments passionnés. Ils ne le comprendront pas. Hein. Pour finir, je vous propose de regarder quelques thèmes, toujours dans cette idée hein, de commencer à explorer notre parcours esthétiques et valeurs. Est-ce que vous avez vu, vous, dans votre lecture, ces thèmes-là qui sont pour Stendhal assez importants? Je pense que vous n'aurez pas raté le premier thème de cette liste, l'opposition entre l'amour véritable et un amour plus réfléchi, et surtout voilà cet intérêt pour les âmes passionnées, les âmes capables de grandes actions. J'espère que vous voyez un petit peu plus précisément maintenant le dégoût de Stendhal pour l'argent et les petits intérêts, les esprits étriqués qui vont grappiller un petit peu d'argent à un mendiant pour pouvoir, eux, s'offrir toute une argenterie. Donc tous ces esprits calculateurs qui réfléchissent à chaque instant comment mieux assurer leur place dans le monde. Vous aurez vu, à mon avis, le thème de l'ascension sociale, mais parce que vous aurez vu la trajectoire de Julien Sorel, mais vous voyez que donc Julien Sorel, lui, il pense que son seul moyen de réussir, c'est l'hypocrisie. Et effectivement, c'était le seul qui lui était offert. Mais regardez aussi, on l'a vu hein, avec Monsieur de Valno,
que le vrai personnage qui réussit, c'est lui, c'est Monsieur de Valno. Donc c'est ceux qui sont cruels et qui appartiennent à ce que Stendhal appelle des coteries, c'est-à-dire des groupes de gens qui vont s'influencer, qui vont se renvoyer l'ascenseur. La vraie ascension réussie dans Le Rouge et le Noir, c'est pas celle de Julien Sorel, c'est celle de Monsieur Valno. Il y a le grand vicaire, Monsieur Frilair, qui dit à la fin du roman 1802 de ce personnage, 1804 l'a pris à la misère, et je vais en faire un préfet. Donc avec la Restauration, il est sorti de la misère, par opportunisme, par des petites combines, comme on l'a vu, et il va devenir préfet. Donc c'est celui qui va réussir, et c'est bien parce qu'il est cruel, il est sans pitié, et il est capable de s'entourer d'une coterie qui va l'aider à monter comme ça. Autre thème intéressant, le dédain parisien et les faux pas du provincial à la capitale. Quand Julien arrive chez le marquis de la Mole, celui-ci, bon, il va commencer à le mettre un petit peu au travail, il va voir comment il écrit, il voit qu'il fait une faute d'orthographe à cela, qu'il écrit avec 2 L. En passant, c'était une faute d'orthographe donc de Stendhal lui-même. Et arrive 5 heures et il regarde les bottes de Julien avec une peine évidente, nous dit Stendhal, et il lui dit qu'à 5h30, il faut s'habiller. Julien ne comprend pas, hein, il porte des vêtements. Et le marquis de la Mole a la bonté de lui dire « je veux dire mettre des bas ». Donc, dans cette arrivée, hein, on est au 2e chapitre de la 2e partie, donc on est vraiment dans l'arrivée à Paris, il faut acquérir des codes et un langage que Julien n'a pas à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose auquel Stendhal est très très sensible lui-même, puisqu'il s'est retrouvé dans cette position-là lui-même. Enfin, il faut souligner le thème de la vanité, du paraître, des convenances. C'est vrai de beaucoup de personnages que Stendhal n'aime pas, mais c'est vrai pour Julien Sorel en premier lieu. Il faut toujours paraître bien. C'est vrai aussi même de personnages qui sont déjà installés, hein, comme Mathilde de la Mole. C'est la nuit où Sorel arrive dans sa chambre. Elle est censée être heureuse, elle est censée vouloir qu'il soit son amant, ils sont tous les deux en train de jouer un petit peu ce rôle, hein, il n'est pas plus heureux qu'elle. Et elle se dit, il faut cependant que je lui parle, cela est dans les convenances, on parle à son amant. Donc elle n'est pas capable de puiser en elle le véritable bonheur d'être avec son amant, elle se dit, oh là là, ce serait quand même convenable que je parle à mon amant. Donc Stendhal s'amuse beaucoup de ça. Vous aurez vu évidemment le thème de la politique, on l'a souligné, celui des inégalités sociales, on en a très peu parlé, on en parlera en faisant l'analyse du procès à la fin du livre. Et puis surtout ce thème du bonheur, le vrai, celui que Julien Sorel a vécu avec Madame de Rênal à Vergy, une fois qu'il a un peu laissé tomber son masque, et celui qu'il vivra en prison une fois que toute ambition est perdue. Voilà donc pour cette présentation, pour ce cours. J'espère que vous aurez bien compris. Vous n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Retenez bien donc un petit peu dans la vie de Stendhal, justement ce qu'il a écrit, notamment De l'amour et la Chartreuse de Parme. Retenez bien également les mouvements littéraires dont on a parlé, le romantisme et le réalisme, même si on n'est pas dans un réalisme tel que va le développer Balzac par la suite et qu'on est un petit peu plus tôt que vraiment ce mouvement-là. Retenez aussi les différentes dénominations, les différentes désignations plutôt qu'on a données à ce livre, hein, le roman de formation, le roman ou bien d'apprentissage, c'est la même chose, le roman psychologique et puis potentiellement un roman de l'échec. Retenez les 2 affaires qui ont inspiré Stendhal, l'affaire Berthet, l'affaire Lafargue, et puis surtout retenez ce ton stendhalien qui est fait d'humour, mais aussi d'amour pour ces personnages avec tout leur ridicule.